Chers amis, c'est un honneur d'être ici parmi vous, femmes leaders, entrepreneuses et membres de l'association globale Human Hub. Je m'appelle Paloma Vazayo et je représente l'association unie pour les finances et l'entrepreneuriat. Une association à but non lucratif basée à Madrid, engagée dans le développement économique et l'indépendance financière. Notre mission est de promouvoir une association plus formée et informée financièrement, tout en encourageant la création d'entreprises durables et à impact social. Nous partageons avec vous, avec Global Human Hub, le désir de créer un environnement où les femmes non seulement participent à l'économie, mais, et c'est important, la dirigeant également. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour parler d'un sujet décisif: le pouvoir de la connaissance financière et de l'entrepreneuriat. Au sein de notre association, nous croyons fermement que l'éducation financière n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Pendant trop longtemps, de nombreuses femmes se sont retrouvées exclues du secteur économique. Notre participation dans ce domaine a même été entravée. Mais bien sûr, cela peut changer. Cela dépend de nous. Tout est entre nos mains. Évidemment, commencer un parcours financier peut sembler difficile et compliqué. Mais, au sein de notre association, nous nous consacrons à partager des outils, à transmettre notre savoir et notre expérience pour que chacun d'entre nous puisse prendre le contrôle de son bien-être économique. L'économie, l'éducation financière nous aide à comprendre comment épargner, comment investir, comment gérer nos revenus et, surtout, comment prendre des décisions intelligentes. Cela nous permet de dire adieu à l'incertitude et de dire bonjour à la confiance en notre avenir. Nous avons tous vécu l'expérience d'aller dans une institution financière et de ne pas comprendre le produit qui nous est proposé. Nous offrons la possibilité d'avoir cette sécurité lorsque nous sélectionnons un produit et de sortir de là avec la tranquillité d'esprit d'avoir choisi celui qui correspond vraiment à ce que l'on recherche. C'est pourquoi il est essentiel de profiter des ressources que nous mettons à votre disposition pour vous former. Il est également primordial que vous vous entouriez des personnes qui vous aident et vous encouragent. Osez cette formation, qui est en réalité quelque chose de très simple. Il est important de nous concentrer sur les chiffres et de comprendre la différence existante concernant l'écart salarial entre hommes et femmes. Selon des études d'organisations telles que l'OIT, il y a encore un écart de 30% par rapport à l'accès au financement entre hommes et femmes. L'homme a encore beaucoup plus de formation financière que la femme. Insistant sur cette différenciation financière, Standard & Poor's souligne également que les femmes sont encore 30% moins formées que les hommes. La conclusion que nous soulignons est que l'éducation financière et l'entrepreneuriat sont essentiels pour combler cet écart économique entre les sexes. En cuanto a la conclusión que destacamos es que la educación financiera y el emprendimiento son fundamentales para cerrar esa brecha económica de género. Nous insistons sur le fait que cette formation est simple et que l'investir dans l'éducation financière des femmes et promouvoir un environnement favorable à l'entrepreneuriat ne se contente pas de renforcer les femmes, mais stimule également la croissance économique et contribue à un meilleur équilibre dans la société. Cela est essentiel non seulement pour réduire cette inégalité, mais pour toute la société. Ce qui est clair, c'est que la base du succès réside dans le début d'une éducation financière dès le départ. Il ne faut pas oublier que, bien souvent, on entend ou on voit que l'on apprend dès le plus jeune âge, surtout aux femmes, à gérer le foyer, mais ensuite on ne nous explique pas comment gérer les investissements. On nous dit comment épargner, mais on ne nous explique pas comment faire fructifier cet argent. On nous met en garde contre la dette, mais on ne nous enseigne pas les stratégies de financement intelligentes. Il est fondamental que cela change. Il est vrai qu'il y a eu de grands progrès, mais il reste encore beaucoup à faire. Comment pouvons-nous changer tout cela? Eh bien, bien sûr, encore une fois, avec la formation financière, il faut apprendre à gérer nos revenus et nos dépenses, apprendre à investir, savoir identifier les opportunités qui nous procureront de la richesse, apprendre à protéger notre patrimoine et celui de notre famille. La bonne nouvelle est que tout cela s'apprend, et cet apprentissage apporte de la sécurité, et cette sécurité génère du bonheur.
Comment pouvons-nous mettre en pratique tout ce que je vous ai raconté précédemment? C'est pour cela que nous sommes là, l'association Aspin Unis pour les finances et l'entrepreneuriat. C'est la raison principale de sa création. Ce que nous voulons, c'est que cette sécurité apporte cette tranquillité et que chaque personne puisse se développer par elle-même et en tirer des bénéfices, tant individuellement que pour sa propre famille. Comment fournissons-nous cette formation financière? Nous avons plusieurs voies. Cours de finances personnelles, qui sont des programmes abordant des sujets tels que l'épargne, gestion de budget pour la construction économique, des cours vraiment très simples et assez divertissants, ateliers d'investissement et d'épargne, qui sont des sessions pratiques, courtes et assez agréables, dans lesquelles nous abordons les concepts de base des marchés financiers et des stratégies d'épargne. Webinaires et conférences, qui sont des séminaires en ligne avec des experts en finance, pour explorer des sujets d'actualité tels que les crypto-monnaies ou d'autres sujets comme les investissements socialement responsables et la planification, par exemple, pour la retraite. Nous nous adaptons aux besoins qui se présentent. Autrement dit, ce que nous voulons, c'est identifier les lacunes et les combler. Nous sommes accompagnés dans ces formations par des gestionnaires et des institutions financières de premier plan, et leurs professionnels, très habitués à donner ces conférences de manière à ce que les personnes qui les écoutent ne se distraient pas. Elles leur prêtent une grande attention parce qu'insistons, ce sont des personnes très habituées à transmettre des informations financières, et elles utilisent une terminologie simple pour que celles et ceux qui manquent de niveau financier puissent comprendre et, surtout, apprendre, car c'est ce qui est fondamental. Que carecen de nivel financiero, pues las puedan ir entendiendo y sobre todo que lo aprendan, que es lo fundamental. Maintenant, en terminant cette partie sur la formation financière, je vais passer à l'autre pilier de notre association, qui est la partie entrepreneuriat. Une partie aussi très importante et que nous renforçons beaucoup. Je tiens à préciser que l'entrepreneuriat n'est pas seulement créer une entreprise. C'est construire des opportunités, devenir indépendante et surtout être maîtresse de son propre destin. C'est la clé qui ouvre des portes, qui nous permet de concevoir l'avenir que nous voulons pour nous et surtout pour nos familles, ce qui est fondamental. Je veux préciser que l'entrepreneuriat est l'un des outils les plus puissants pour réduire les inégalités de genre. Pourquoi? Parce qu'il permet aux femmes de gérer leur propre temps et leur propre croissance, évidemment. Les barrières salariales sont brisées. C'est la femme elle-même qui fixe la valeur de son travail. Elle peut se fixer son propre salaire. Cela favorise l'indépendance financière et la création d'emplois. Lorsque les femmes entreprennent, elles ne construisent pas seulement leur propre entreprise, mais elles inspirent aussi d'autres femmes à reproduire cette même action, ce qui est aussi essentiel. Ce que je veux résumer, c'est que l'entrepreneuriat pour la femme est décisif, pas seulement pour son développement personnel et professionnel, mais aussi pour l'avancement de la société dans son ensemble. Il est fondamental que nous fomentions un environnement où les femmes puissent entreprendre et prospérer dans leurs investissements, un avenir plus équitable et plus prospère. Tout cela est fondamental. Comment favorisons-nous l'entrepreneuriat? À travers plusieurs voies. Mentorat. Nous organisons des programmes de mentorat connectant des femmes ayant de l'expérience dans l'entrepreneuriat avec d'autres qui n'en ont pas, afin qu'elles partagent cette expérience et apportent cette information. Événements, ateliers, conférences et séminaires où nous abordons des sujets pertinents pour les femmes entrepreneurs, tels que le financement, le marketing, le développement personnel, le leadership. Ce sont vraiment des sujets très intéressants. Plateforme en ligne, c'est essentiel. À travers des groupes LinkedIn, Facebook. Évidemment, il est fondamental que les femmes soient connectées et surtout qu'elles transmettent des informations. Toute mise à jour de leur formation et toute contribution sont toujours très importantes. Il est essentiel que celles qui ont moins d'expérience reçoivent un encouragement. Tout effort a évidemment sa récompense. Nous organisons des prix qui seront remis après l'été.
Mais surtout, ce que nous voulons en dehors du prix lui-même, c'est toujours reconnaître cet effort, cet entrepreneuriat, et valoriser toujours cet siempre sientes effort. ese reconocimiento a ese esfuerzo, a ese emprender y sobre todo el que conste siempre la valoración a ese esfuerzo. Y bueno, De ma part, sí deciros j'en ai que por fini mi avec ma parte présentation sur le financement et l'entrepreneuriat. charla sobre Je la tiens à vous parte remercier pour financiera votre y sobre la parte del présence. emprendimiento. N'oubliez pas que Quiero chacune de nous a le agradeceros potentiel d'être une vuestra leader dans son presencia. propre chemin. Recordad que Ensemble, cada una de nous nosotras pouvons tenemos créer un que environnement ser où les una femmes líder de entrepreneurs nuestro propio prospèrent et camino. s'inspirent les unes les autres. Juntas podemos crear un entorno donde las mujeres emprendedoras prosperen y se Je inspiren tiens unas à a vous otras. remercier pour votre temps et Quiero daros pour las gracias partager por cet vuestro tiempo, espace. compartir este Il est espacio. important que nous Es importante continuions à que avancer sigamos avec adelante con confiance, confianza, seguridad y sécurité et determinación. détermination. Insisto que la parte J'insiste une de autre fois formación sur es le fait que la fundamental. formation est O sea, fondamentale. Je vous encourage à continuer se et deja à ne pas oublier ce que nous avons no évoqué. olvidéis lo Et comentado. maintenant, Y je ahora vais quiero laisser dar la paso parole à mon a mis collègue Diego compañeros Moral, responsables que os va a qui va ofrecer una approfondir les sobre informations sur ces merveilleux esos productos concepts financieros que os va financiers a qui vous aportar mucho. apporteront beaucoup. Diego, Merci puedes. beaucoup. C'est vraiment un plaisir de t'écouter. Et maintenant, nous allons voir que l'investissement n'a rien à voir avec les genres. Il est vrai, comme tu l'as dit, et comme le montrent certaines données, que l'éducation financière est plus répandue chez le genre masculin. Mais maintenant, nous allons voir que cela n'a rien à voir avec le fait que nous soyons des hommes ou des femmes, mais plutôt avec le fait que nous devons simplement avoir les outils et les instruments nécessaires pour savoir dans quel environnement financier nous évoluons, dans quel environnement macroéconomique nous vivons et comment nous pouvons canaliser nos investissements. Para saber en qué entorno financiero nos estamos moviendo, en qué entorno macroeconómico vivimos y cómo podemos canalizar nuestra inversión. Nous voulons orienter ce webinaire de manière très dynamique. Nous ferons un résumé du comportement des marchés en 2024 et de ce que nous observerons en 2025. Cela nous sert très bien d'exemple pour illustrer ce qu'est un marché relativement haussier pour les marchés boursiers, peut-être un peu plus irrégulier pour les marchés obligataires. Et pour comparer avec ce qui se passe en 2025, où nous observons évidemment certains événements de volatilité, surtout causés par toute la pression tarifaire de l'administration Trump, que nous allons examiner ci-après. Voir comment nous pouvons nous adapter indépendamment de la situation économique conjoncturelle que nous traversons et l'importance d'investir, car nous ne devons pas laisser notre épargne être affectée par l'inflation. Épargner n'est pas synonyme d'investir. Nous pouvons allouer une partie de notre salaire à l'épargne, et si nous n'investissons pas, nous verrons que nous perdons du pouvoir d'achat au fil du temps. Et nous verrons aussi comment nous pouvons faire face à cette inflation avec certains produits. Nous nous concentrerons principalement sur les fonds d'investissement et les obligations directes de revenus fixes qui ont été l'un des leitmotifs ces dernières années avec l'augmentation des hausses de taux. Con el tiempo y veremos también cómo podemos, digamos, hacer frente a esta inflación con algunos productos. Nos centraremos principalmente en fondos de inversión y en bonos directos de renta fija, que también ha sido uno de los leitmotivs de estos últimos años con el incremento de las subidas de tipos. En commençant par le comportement boursier de 2024, nous avons constaté que c'était une année relativement positive pour les marchés boursiers. Nous avons vu que les États-Unis ont encore une fois eu un comportement supérieur à celui des bourses européennes, ce qui a été la tendance générale au cours des 10 dernières années. Ensuite, nous verrons pourquoi et comment tout n'a pas été égal. Mais en général, à l'exception de la France, qui a eu cette incertitude par rapport à sa politique et à l'un de ses secteurs principaux, comme le secteur du luxe, et a peut-être été un peu plus affecté par le ralentissement de la croissance en Chine. En général, nous avons vu un comportement positif aux États-Unis et en Europe. Dans les pays émergents, nous avons également observé un comportement positif, à l'exception de l'indice brésilien. Mais dans l'ensemble, on peut dire que cela a été une année très bonne en termes de rentabilité boursière. ¿Vale? Pero por lo general podemos decir que fue un comportamiento bueno en términos de rentabilidad bursátil. Pourquoi disons-nous que tout n'a pas marché en termes d'investissement en 2024? Parce que nous avons tendance à nous guider par le comportement des indices boursiers. Par exemple, ici nous voyons sur le graphique la différence entre le Standard & Poor's 500, qui regroupe les 500 entreprises à la plus grande capitalisation boursière des États-Unis, c'est-à-dire les entreprises les plus grandes en taille et en valorisation aux États-Unis.
Dans le cas où toutes les entreprises auraient la même position, le même poids, si toutes les entreprises étaient pondérées de la même manière dans l'indice, le résultat aurait été très négatif. Entonces, vemos que si todas las compañías se ponderasen de la misma forma en el índice, el resultado hubiese sido muy negativo. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que Que ha habido signifie-t-il cela? unas pocas Qu'il y a eu empresas quelques que lo han entreprises qui hecho ont mieux mejor que el performé que resto le del reste de índice. l'indice. Y esto ha ayudado Si a nous que el utilisons les rendimiento indices comme bursátil, référence si pour voir utilizamos ce los que les índices bourses ont como fait, proxy nous verrons que le résultat a été très de positif buena lorsque le tendencia para fonds de el marché ne s'est pas inversor aussi bien en las bolsas, comporté. veremos que el resultado ha sido Autrement dit, positivo si cuando nous prenons el l'indice du mercado Standard no lo ha Poor's hecho tan bien. et que nous pondérons toutes les entreprises de la même Cogemos el índice manière, del nous Standard voyons Poor's que le rendement y aurait été ponderamos très todas las similaire empresas à por celui igual, des indices vemos que el européens. rendimiento hubiese sido En muy d'autres termes, similar les al de bourses esos européennes índices auraient europeos. performé de la même manière que les Las bourses États-Unis, europeas lo hubiesen et cette hecho bonne performance igual ou que cette Estados Unidos. performance Y relativement este plus buen positive des comportamiento, indices este américains comportamiento a été relativamente más principalement positivo, attribué à 5 grandes en entreprises este caso de los technologiques índices propulsées par norteamericanos l'intelligence estadounidenses, artificielle, han sido Nvidia, 5 Meta, grandes Alphabet, compañías tecnológicas, Microsoft et Amazon. impulsadas Avant, principalmente nous por la avions les inteligencia 7 artificial. magnifiques. Mais on n'a Tenemos pas entendu Nvidia, parler, pour Meta, ainsi Alphabet, dire, d'Apple et Microsoft Tesla, y qui ont connu des ¿vale? corrections Antes l'année teníamos las dernière. 7 magníficas, pero de Ainsi, estas seulement 32% des ya no se entreprises, supo nada sur les tras el 500, cierre de ont fait Apple, mieux que l'indice. ¿vale? Y C'est ce Tesla. qu'on appelle la Sí es largeur cierto du que el marché. año pasado On peut dire que la largeur du tuvieron marché était très faible. ¿vale? Entonces tenemos que solo el 32% de las compañías de las 500 lo hicieron mejor que el índice, ¿vale? Entonces esto es lo que se llama amplitud de mercado, que podemos decir que la amplitud de mercado fue muy, muy baja. ¿Esto por qué es importante? Pourquoi est-ce important? Porque Parce que cela reflète le fait que toutes les stratégies d'investissement n'ont pas fonctionné. Celui qui a suivi une stratégie d'indexation a fait relativement bien, et cette année 2025 souffre plus que celui qui a fait du stock picking, c'est-à-dire qui a sélectionné les entreprises qu'il pensait performantes ou présentant les meilleurs fondamentaux ou ayant une meilleure valorisation. Nous sommes dans un moment où les indices sont très concentrés, ce qui représente une fragilité du marché. Mais pour cela, il est nécessaire de comprendre, comme je le dis, dans quel environnement nous nous trouvons. Poursuivons. Nous voyons que, l'année dernière, une autre stratégie, celle des petites entreprises, n'a pas non plus fonctionné. Nous commencions en disant que c'était une année positive pour les indices boursiers, positive pour les bourses. Mais nous voyons que tout ne fonctionne pas. Voici un graphique qui compare le Russell 2000, qui regroupe 2000 entreprises américaines à faible capitalisation, c'est-à-dire de petite et moyenne capitalisation, donc plus petites en termes de valorisation boursière. Nous voyons qu'elles ont eu un comportement relativement inférieur à celui de leurs homologues plus grandes, pour ainsi dire, c'est-à-dire le Standard & Poor's, le Nasdaq 100 ou le Dow Jones industriel. Autrement dit, les petites et moyennes entreprises connaissent des valorisations que nous n'avions pas vues depuis 5 ou 7 ans. C'est là, en 2025, que nous commençons à trouver des valorisations attractives qui peuvent offrir un rendement à long terme, générant un alpha supérieur à celui de l'investissement dans les indices. C'est pour cela que nous insistons sur l'importance de comprendre tous ces instruments de suivi du marché, être pleinement conscient du contexte dans lequel nous évoluons. Et cela ne fait pas de distinction de genre. Ce sont des instruments à la portée de tous. Ser plenamente conscientes en el contexto en el que nos estamos moviendo y al final esto no distingue de géneros, ¿vale? Estos son instrumentos que tenemos todos al alcance de nuestra mano, ¿vale? Une autre stratégie que nous comparons ici est celle de la valeur par rapport à la croissance. Nous voyons que, entre 2023 et 2024, la stratégie d'investissement dans des entreprises à forte croissance a été largement supérieure, principalement en raison de ces 5 entreprises technologiques que nous avons vues précédemment, qui ont exceptionnellement bien performé, propulsées par l'intelligence artificielle. Cependant, en 2025, nous voyons que la tendance a changé et que les stratégies de valeur, le stock picking sélectionner les entreprises avec une valorisation plus attractive par rapport aux autres, fonctionnent mieux. Quel a été l'un des moteurs de la croissance en termes de PIB pour les principales économies mondiales? Au final, nous voyons que la croissance a été soutenue par l'endettement public, par l'émission de dette publique. Nous voyons qu'en 2020, lors de la crise du Covid, l'émission de dette publique aux États-Unis a été pratiquement le double de celle de la crise financière. La emisión de deuda pública en Estados Unidos fue prácticamente el doble que durante la crisis financiera, ¿vale?
Que s'est-il passé après la crise financière? En 2013, 2014 et 2015, ce furent des années d'austérité pour corriger cette surabondance de la dette publique et rééquilibrer les bilans et les comptes de l'État. Que s'est-il passé après le Covid-19? En 2021, nous avons de nouveau une forte impulsion de la dette publique, une forte injection de liquidités. Et en 2022 et 2023, en termes comparatifs et relatifs, la dette a continué d'augmenter. Cela signifie qu'une partie de la croissance a été soutenue par l'endettement. Ici, la dette américaine est reflétée à 35,7 trillions de dollars. Maintenant, nous sommes déjà au-dessus de 36 trillions. Malgré les déclarations de Trump disant qu'il allait réduire l'émission de dette publique, nous voyons que son augmentation continue. Et le déficit prévu pour cette année est similaire à celui de 2024, autour de 7%. Ce plus de 100% que nous voyons ici pour la dette par rapport au PIB signifie que nous sommes désormais autour de 125% du PIB. Cette augmentation de la dette publique a également des répercussions sur les marchés de rente fixe. Pour les marchés d'actions, cela fonctionne bien car cela injecte beaucoup de liquidités qui cherchent refuge dans les actifs boursiers, générant également de l'inflation dans ces actifs boursiers. C'est ce que nous avons vécu lors de la crise financière passée avec les QE, assouplissement quantitatif des bilans. Mais cela a aussi des répercussions sur la rente fixe, provoquant des perturbations dans des relations qui existaient toujours et qui étaient utilisées pour canaliser la politique monétaire. Qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, l'une des armes dont disposent les banques centrales pour contrôler l'inflation, pour contrôler le cycle économique, est de contrôler les taux d'intérêt. Si je baisse les taux d'intérêt, je favorise l'investissement, les prêts, le crédit. L'économie s'accélère, et cette accélération économique provoque ou mène à de l'inflation. El crédito, la economía se acelera y esta aceleración económica, a su vez, provoca o deriva en inflación. Inversement, si je relève les taux d'intérêt, je ralentis une économie qui est surchauffée et qui a une inflation supérieure à l'objectif que je dois réduire. Si nous regardons les derniers mouvements de la Réserve fédérale en 2024, nous voyons qu'en dépit d'une réduction de ces taux d'intérêt, ce qui devrait en principe conduire à des rendements plus bas sur la dette américaine, les trésoreries, en particulier, à court terme, il s'est produit exactement l'inverse. Autrement dit, après ces baisses, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est passé de 3,64% à 4,56%. C'est-à-dire que le canal de la politique monétaire s'est en quelque sorte rompu. Et cela s'explique également par tout cet endettement excessif. Les intérêts que les États-Unis payent actuellement pour leurs dettes en cours dépassent, par exemple, le budget prévu pour les dépenses de défense. Cela signifie que cela devient une charge importante lorsqu'il s'agit de structurer les budgets publics. Il faut prendre en compte qu'une part très importante de vos intérêts va simplement servir à payer les intérêts de votre dette. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, ou que cette croissance dont nous pouvons nous vanter n'est pas soutenue par des éléments sains propres à l'économie. Voici un tableau des prévisions pour les taux d'intérêt. Nous parlions de la baisse des taux aux États-Unis, mais les taux y baissent à un rythme plus lent qu'en Europe, où nous avons déjà vu lors de la dernière réunion que les taux ont de nouveau baissé, et on s'attend à ce qu'ils se stabilisent autour de 2% d'ici l'été. Il est même possible qu'ils franchissent cette barre. Esto es una tabla que se espera para los tipos de interés, ¿vale? Hablábamos de que en Estados Unidos están bajando tipos, pero están bajando tipos a un ritmo inferior, ¿vale? Que en Europa, que ya vimos que en la última reunión volvieron a bajar tipos y esperamos que estarán en torno al 2% para verano, o incluso puede romper esta barrera, ¿vale? Nous avons parlé de la dette publique souveraine, de son impact sur les politiques monétaires. Et nous avons vu comment ce canal s'est rompu en ce qui concerne la décision des taux d'intérêt et le comportement des rendements des bons du Trésor américain. Mais cela se répercute également sur les différentiels de crédit. Je peux financer un État en achetant de la dette publique. Dans ce cas, en nous concentrant sur les États-Unis pour suivre le fil de la discussion, ce sont des titres du Trésor américain.
Mais je peux aussi financer des entreprises, par exemple Apple. Apple a une notation triple A ou double A. Le différentiel de crédit est donc la différence entre ce que me paiera cette entreprise pour lui prêter de l'argent par rapport à ce que me paiera le Trésor américain. Évidemment, on suppose que le Trésor américain a une plus grande capacité de remboursement, et par conséquent, les entreprises devront me payer un rendement plus élevé car je, en tant qu'investisseur, vais l'exiger. Eh bien, ces différentiels se sont réduits jusqu'à des niveaux que l'on n'avait pas vus depuis 10 ans. Autrement dit, les alternatives d'investissement en crédit corporatif étaient très faibles. Que nous dit cela? Cela signifie que d'une certaine manière, le marché met en prix que la capacité de remboursement de ces entreprises ne diffère pas tant de celle des États, ce qui est quelque chose que nous n'avions pas vu depuis longtemps. Les alternatives d'investissement se sont donc beaucoup restreintes, surtout en crédit américain, comparé à leur homologue sans risque, à savoir le rendement des bons du Trésor américain. Je le répète, tous ces instruments, ces outils de suivi du marché, sont des éléments à prendre en compte pour établir notre stratégie d'investissement. Une stratégie qui ne fait pas de distinction de genre et que nous pouvons utiliser pour composer notre portefeuille de manière dynamique. Insisto que todas estas herramientas e instrumentos de seguimiento de mercado es algo que hay que tener en cuenta para fijar nuestra estrategia de inversión, ¿vale? Que no entiende de géneros y que la podemos utilizar en nuestra composición o a la hora de componer nuestra cartera de una manera dinámica, ¿vale? Y son instrumentos que nosotros seguimos, ¿vale? Nous avons dit qu'une partie de la croissance américaine a été alimentée par la dette. Et nous pourrions dire, si la dette génère de la croissance économique, elle peut être maintenue de manière alternative. Parce que si émettre de la dette n'a pas de répercussions négatives et, de plus, a des effets positifs en augmentant ma croissance économique, alors j'émets plus de dette. Que se passe-t-il? Eh bien, en Europe, nous avons des chiffres de dette par rapport au PIB très similaires. Par exemple, en Espagne, nous sommes à 113%, la France à environ 120%. La taille des États est de l'ordre de 60% du PIB. Autrement dit, les dépenses publiques représentent un levier très puissant pour influencer la croissance d'un pays. Nous pourrions estimer que si la dette est si positive, la croissance de l'Europe aurait dû être similaire et les pays les plus endettés auraient dû connaître une croissance plus forte, suivant cette règle de 3. Mais nous voyons que ce n'est pas le cas. Nous voyons que toutes ces stimulations fiscales, en ajustant pour notre pays, l'Espagne, en termes réels, ajustées à l'inflation et au pouvoir d'achat, montrent que le PIB par habitant est passé de 39 500 € en 2007 à 40 000 € en 2022, soit une augmentation de 1,77%. En 2007, la dette par rapport au PIB était de 35,8% et elle dépasse désormais largement les 100%. Ainsi, nous voyons que la dette n'a pas contribué à stimuler une croissance économique soutenue dans notre pays, et ce d'autant plus si l'on reflète cela dans le PIB par habitant, qui mesure en quelque sorte l'amélioration de notre qualité de vie par rapport à d'autres pays. Dans ce cas, cela a été ajusté pour nous donner une idée. Respecto a otros países. Bueno, en este caso está ajustado, pero porque nos hagamos una idea. Sin embargo, hemos tenido en Europa dos ritmos diferentes de crecimiento, ¿vale? Cependant, nous avons observé en Europe deux rythmes différents de croissance. Nous avons constaté que l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne stagnaient en termes de croissance alors que leur dette augmentait même au-dessus de 100%, à l'exception de l'Allemagne. Mais nous avons vu des pays comme la Slovénie ou la Pologne, avec un endettement par rapport au PIB plus faible, mais qui ont connu une forte croissance ces dernières années, et le PIB par habitant a même dépassé, dans certains cas, celui de l'Espagne. Nous voyons donc que la dette en soi n'est pas suffisante pour générer une croissance soutenue à long terme. Vemos que la deuda como tal no sirve per se para generar un crecimiento sostenido en el largo plazo. Une autre des variables que nous utilisons pour suivre le marché sont les valorisations. Au début, je vous parlais de la différence entre suivre des stratégies de croissance, investir dans des entreprises qui affichent un taux de croissance élevé ou que l'on s'attend à voir croître davantage par rapport à des stratégies de valeur, c'est-à-dire sélectionner des entreprises en fonction de leur valorisation. C'est également quelque chose à prendre en compte. Nous voyons que, en 2024, la valorisation du Standard & Poor's
également à cause de cette surconcentration dans ces entreprises technologiques, a dépassé la moyenne historique. Et maintenant, nous voyons comment en 2025 cela représente l'une des raisons pour lesquelles des corrections se produisent. En fin de compte, les valorisations s'ajustent. C'est un mouvement sain du marché qui offre également des opportunités d'entrée avec un horizon à plus long terme. Es un movimiento sano, de verdad, ¿vale? Y que también da oportunidades de entrada con un horizonte, si nos ponemos un horizonte de más largo plazo, ¿vale? Nous arrivons en 2025 et, de toute évidence, l'un des leitmotifs qui guide le sentiment des investisseurs sont les mesures de Trump. Il est vrai que, avant qu'il ne soit finalement élu président, la question des tarifs douaniers faisait déjà partie de son programme politique. Que se passe-t-il? On ne s'attendait pas à ce que ce soit un mode opératoire aussi brutal, aussi désordonné, aussi impulsif si on peut dire ainsi. On pensait que ce serait quelque chose de plus progressif, similaire à ce qu'il a fait pendant son précédent mandat 2017-2021, où cela s'est fait de manière plus graduelle. Au début, il a mis en place des tarifs généraux pas seulement envers la Chine sur les lave-linges, les panneaux solaires. Puis il a progressivement imposé des tarifs, et s'est finalement concentré sur la Chine pour obtenir des concessions concernant la protection de la propriété intellectuelle, afin de réduire les subventions que le pays asiatique accorde à ces secteurs stratégiques, et pour qu'ils achètent davantage de produits américains. Cette guerre commerciale a duré de janvier 2018 jusqu'à la signature des accords de cette première phase, comme ils l'ont appelé en 2020, juste avant l'arrivée de la pandémie. Mais comme je vous le disais, il a utilisé les tarifs douaniers davantage comme un outil de persuasion et pour se mettre dans une position forte lors des négociations avec un partenaire commercial clé, à savoir la Chine. De esta primera fase que llamaron en 2020 y justo llegó la pandemia. Pero como os comento, utilizó los aranceles más como un arma de persuasión y de sentarse con de una manera, con una postura fuerte a la hora de negociar contra un socio comercial que tiene, que es muy importante, que es China, ¿vale? Alors, que se passe-t-il? À partir du 2 avril, lors de ce fameux jour de la libération, lorsqu'il annonce des tarifs douaniers exorbitants pratiquement à toutes les économies du monde, cela provoque un changement radical du scénario de base fixé au début de l'année, créant ainsi une sorte de séisme, principalement sur le marché boursier. En effet, nous assistons à l'un des pires chiffres de rentabilité pour un mandat présidentiel américain depuis le début du XXe siècle. Donc, que se passe-t-il? Tout le scénario que nous avions établi au début de l'année a changé, et pour cela, nous devons aussi être prêts. Par exemple, qu'avons-nous fait dans nos portefeuilles d'investissement? Eh bien, nous avons dit que si Trump adopte un ton plus dur en matière commerciale que ce qui était prévu, et que d'un autre côté, l'Europe met en place des plans de relance fiscale, en particulier axés sur la partie réarmement militaire, cela aura également des effets secondaires pouvant affecter le reste de l'économie, et on s'attend à une croissance plus forte que prévu au début de l'année. Ainsi, nous avons réorienté nos portefeuilles et également rééquilibré nos allocations en mettant l'accent sur l'Europe. En d'autres termes, les marchés nous donnent des signaux, mais aussi des opportunités pour réajuster nos positions et nous adapter à la nouvelle conjoncture économique, à un scénario que nous n'avions pas envisagé il y a quelques mois. Mais il faut avoir la capacité, les outils pour savoir que nous devons évoluer dans un environnement totalement différent. La capacidad, los instrumentos para saber que tenemos que movernos en un entorno totalmente diferente. ¿Vale? Voyons maintenant pourquoi il est important d'investir et comment l'inflation érode notre épargne. Nous allons tous vivre, en moyenne, plus longtemps. C'est-à-dire que nous serons plus longtemps à la retraite, des années pendant lesquelles nous ne percevrons pas de revenus issus de notre travail. Pour cela, nous devons économiser pendant les années où nous avons la capacité de générer des revenus afin de pouvoir, plus tard, vivre de la même manière qu'auparavant ou même mieux, ou de manière plus saine. Ce sont des tendances qui se produisent dans tous les pays. L'espérance de vie augmente, ce qui est un avantage, car nous vivons plus longtemps et pouvons profiter davantage de la vie, mais cela entraîne aussi des responsabilités que nous devons assumer nous-mêmes, et non seulement les confier à l'État. Il s'agit de la responsabilité d'investir pour garantir ces années de retraite supplémentaires dont, par exemple,
nos parents ne bénéficiaient pas, et vivre de manière confortable et aisée. de nuestras vidas, pero también acarrea unas responsabilidades que tenemos que tomar como propias, también, no solo derivarlo en responsabilidades estatales, sino como propias, de invertir para tener, como digo, estos años de jubilación extra que antes, por ejemplo, nuestros padres no tenían, vivir de una manera holgada y cómoda. ¿Vale? Tout cela Pues la repose importancia de essentiellement invertir sur l'érosion de básicamente l'inflation. Comme je corre vous l'ai dit au début, por la erosión économiser n'est pas de la investir, inflación. ¿Vale? car si je mets de Al côté une principio, partie de mon ahorrar salaire, no es igual mais que que je ne invertir, le no fais es lo mismo que fructifier invertir, d'aucune manière, porque si yo au bout de ahorro 10 ans, parte de mi cet sueldo, argent que j'ai pero déposé no lo aura rentabilizo perdu de de sa una forma, valeur. En effet, pasarán 10 años l'inflation et la hausse y ese dinero que he généralisée ido est soutenue des depositando prix des biens et ha services que perdido nous valor consommons. adquisitivo. Voici un ¿Vale? Al exemple. final, la inflación Il y es a el 10 ans, crecimiento j'ai commencé à économiser 100 €, imaginons cela. sostenido Et avec ces de 100 los €, precios de los bienes y j'achète un servicios panier que de consumo. consommation complet à Entonces, l'épicerie. si, como os Dans 10 ans, comento, avec ces mêmes hace 100 10 €, años je pourrais acheter la meto y moitié des ahorro biens. los 100 euros, Pourquoi? imaginaros, ¿vale? Parce que Pues l'argent con perd esos de 100 la euros, si valeur avec compro le temps. una cesta completa de consumo, de la compra, ¿vale? Voy al supermercado y hago una compra general, con esos mismos 100 euros, dentro de 10 años, podré comprar la mitad de bienes. ¿Por qué? Porque el dinero pierde valor con el tiempo, ¿vale? Y ahora veremos esta Voyons maintenant la diapositiva diapositive muy suivante, reveladora qui est que très es pérdida révélatrice. de valor de las Nous monedas voyons la fiat, perte de valeur des monnaies las fiat, monedas que están ces monnaies qui respaldadas sont por soutenues par los les États et estados donc por par leurs ejemplo, sus dettes. deudas, Que se ¿vale? passe-t-il? Porque Il y a lo que eu des ocurre actifs qui que n'ont ha pas habido perdu de valeur au activos fil du temps. que no pierden valor Jusqu'à con el présent, tiempo. nous avons examiné le Nos hemos comportement des centrado hasta marchés ahora, boursiers, hemos discuté visto des obligations el souveraines, comportamiento parlé des bursátil, différentiels de pero crédit también pour aborder como la por dette encima corporative. Mais renta nous fija avons soberana aussi d'autres a produits través de los d'investissement, diferenciales de comme crédito l'or, que para l'on voit ne hablar pas de la avoir deuda perdu de valeur d'achat au corporativa, cours des 25 pero dernières también années. tenemos otros Historiquement, productos, l'or n'a otros pas perdu activos de de inversión, valeur. como puede ser el oro, Cela signifie quoi? que vemos que no ha perdido valor adquisitivo durante estos últimos 25 años. Históricamente no ha perdido valor adquisitivo. ¿Vale? ¿Esto qué Prenons un quiere decir? exemple avec Aquí l'Espagne. vemos un ejemplo En 2000, que lorsque si en el l'or caso de était coté España, autour en de el año 600 2000, $ l'once, ¿vale? acheter une maison nous Cuando el coûtait oro 350 onces d'or. cotizaba Que sobre se 600 passe-t-il? dólares por Si nous onza, allons maintenant acheter ¿vale? cette même maison de 100 mètres Comprar carrés, una en casa ajustant le prix au prix du que mètre nos costaba carré et à la 350 réévaluation de la €, maison, nous aurions ¿qué ocurre? besoin Que de si moins vamos d'onces d'or ahora a pour acheter comprar cette maison. esa misma casa de 100 metros Pourquoi? cuadrados, Parce que l'or a réussi à ajustando battre que se ha l'inflation. revalorizado el metro cuadrado en C'est-à-dire que l'or n'a pas perdu de valeur posible en d'achat. esa casa, L'euro, lui, necesitaríamos si. menos Donc, onzas para la perte comprar de esa valeur casa. d'achat est ¿Por qué? associée à Porque la el perte oro de ha valeur des conseguido batir monnaies la fiat. inflación. Es decir, el oro no ha perdido valor adquisitivo. El euro sí. ¿Vale? Entonces, la pérdida de valor adquisitivo viene asociada por la pérdida de valor también de las monedas fiat. ¿Vale? Al final, es un Au efecto final, monetario que c'est un la effet gente monétaire, también ce qui est quelque le cuesta chose que entender. beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Aquí vemos que si Ici, nous voyons que si, oro au lieu en vez d'avoir de des euros euros en sur nuestra notre cuenta, pues compte, hemos tenido nous avions eu des 100 euros, lingots d'or, nous nosotros n'aurions pas hubiésemos perdu perdido de valor valeur adquisitivo. d'achat, c'est-à-dire que nous aurions plus de Tendríamos ahora pouvoir d'achat mayor aujourd'hui capacidad de qu'il y a gasto 25 ans. que D'où hace l'importance 25 años. d'investir. Les actifs ¿Vale? De ahí boursiers, la les importancia de marchés invertir. boursiers, les actions. Los Nous activos devons comprendre bursátiles, que la lorsque bolsa, nous las investissons en acciones, bourse, al final, nous cuando investissons dans des invertimos entreprises, dans la croissance future de ces entreprises. en bolsa, C'est lo aussi que un tenemos que actif entender es qui a tendance à se invertimos en réévaluer avec le compañías, temps. invertimos Là, en crecimiento il entre futuro de aussi en esas jeu l'allocation compañías, importante. ¿vale? La También es un capacité activo du que sélectionneur du que se produit, tiende a comme nous-mêmes, à revalorizar. choisir les bonnes entreprises Ahí ya et à entra vouloir también la devenir segmentación, partenaire de ces entreprises. la Car, un capacidad jour, que tenga si nous avons besoin de cet seleccionar el argent, producto, nous pourrons vendre ces actions, decidirlo como les tal échanger por contre des nosotros euros, mismos y la et si capacidad que tengamos l'entreprise a para augmenté de valeur, comprar buenas c'est-à-dire si elle a compañías, grandi et poder vaut ser désormais plus socios qu'il y a de buenas 10 ans, compañías. nous pourrons également récupérer cet El día de argent sans mañana, si perdre de valeur d'achat. necesitásemos ese dinero, Voilà pourquoi il est podríamos important ir al d'investir. mercado, vender esas compañías, intercambiarlas por euros, y si la compañía ha subido su valor, ¿vale? Es decir, si la compañía ha ido creciendo y esa compañía que compramos hace 10 años ahora vale más, también podríamos rescatarlo y no perdemos valor adquisitivo. ¿Vale? De ahí la importancia de invertir. ¿Vale? Entonces, ¿qué Alors, productos quels produits pouvons-nous al utiliser pour final, canaliser hablando de notre los épargne? productos que podemos L'un d'eux, et que nous recommandons utilizar beaucoup, para canalizar ce sont les fonds nuestro d'investissement. ahorro, uno Un de fonds ellos, y d'investissement nosotros est un instrument recomendamos d'épargne dans lequel un groupe de mucho, personnes, ¿vale? beaucoup de Son los fondos de personnes, inversión. déposent ¿Vale? leur argent Al ensemble. final, los fondos de Et cet inversión es un argent est géré instrumento de par une ahorro équipe de gestion en professionnelle. el que
Qu'est-ce que cela nous apporte? Quels sont les avantages pour nous en tant qu'investisseurs? Par exemple, imaginez que nous investissons 100 euros dans une entreprise. Bon, supposons que la valeur de chacune de ces actions soit de 100 euros ou 1000 euros. Prenons plutôt 1000 euros. Nous ne pourrions acheter cette action que si nous déposons cette somme. Si nous investissons dans un fonds d'investissement, nous sommes partenaires de ce fonds, qui cumule les 1000 euros de chaque investisseur et a la capacité d'investir dans une multitude d'entreprises. Si c'est un fonds d'investissement en actions, il pourra investir dans une multitude d'entreprises, ce qui rend le fonds beaucoup plus diversifié. En tant que partenaire de ce fonds, nous n'investissons pas seulement dans une entreprise, mais nous bénéficions de cette diversification et surtout de la délégation de l'allocation de produits à une équipe de gestion professionnelle. Alors, comme je vous le dis, les avantages sont la diversification, la gestion et aussi des frais de gestion généralement bas, moins élevés que ceux des ETF, mais nous ne parlerons pas de ce produit. Je mettrai en avant ces trois avantages ainsi que la liquidité, c'est-à-dire que nous pouvons aller le jour suivant ou le lendemain et vendre et récupérer notre argent. Ce n'est pas un produit liquide. Nous pourrons probablement le rendre liquide sans perdre de valeur d'achat d'un jour à l'autre. Entonces, como os digo, las ventajas, pues, la diversificación, la gestión, también suele tener asociados bajos costes de gestión, no tanto como los ETFs, pero ese producto no vamos a tratar, pero yo destacaría esos tres y también la liquidez, es decir, que podemos ir el día de mañana o al día siguiente y vender y recuperar nuestro dinero, ¿vale? No es un producto líquido, ¿vale? Seguramente podemos hacerlo líquido sin perder valor adquisitivo, digamos, de un día para otro, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos Alors, elegir comment un choisir un fonds inversión? ¿Cuáles d'investissement? son las Quels sont les herramientas outils que nous utilisons? utilizamos? Tout d'abord, il faut prendre en primer compte que lugar, nous devons nous cataloguer tener en nous-mêmes, cuenta que tenemos décider de notre que, profil de risque et quel digamos, pourcentage de catalogarnos notre nuestro riesgo, patrimoine qué nous pouvons perfil de riesgo investir dans des tenemos y actifs plus risqués. cuánto porcentaje de Autrement dit, nuestro patrimonio si nous podemos choisissons la rente invertir fixe, en quel est mon seuil activos de de mayor risque et riesgo, quel es pourcentage decir, puis-je mucho investir dans la rente porcentaje variable de renta fija, et quel pourcentage puis-je cuál es mi investir dans la umbral, rente fixe? digamos, de riesgo y Si nous cuánto porcentaje investissons puedo invertir en 100% en renta rente variable y variable, cuánto nous porcentaje puedo devons être invertir conscients que ce produit en sera renta beaucoup fija, plus ¿vale? volatile qu'un produit qui Si investit investimos uniquement en rente fixe, el 100% en auquel renta on variable, suppose une tenemos que ser volatilité plus conscientes faible. de que ese producto va a ser mucho más volátil que un producto que invierte solo en renta fija, que se presupone una volatilidad menor. ¿Vale? Una vez que hemos Une decidido fois si que nous queremos avons invertir décidé en si nous voulons renta fija, investir dans la rente un variable espectro ou que la nos rente ofrece fixe, el mundo le de los spectre fondos des de fonds inversión es d'investissement est très large, extrêmement large. Il existe des fonds tenemos fondos d'investissement de thématiques, inversión que son c'est-à-dire temáticos, qui es decir, que investissent dans un invierten secteur spécifique. en un Par exemple, sector la específico, santé, por la ejemplo, la technologie, salud, ou la même des fonds tecnología, qui tenemos incluso investissent dans des que entreprises invierten dédiées à compañías que se 100% dedican au traitement 100% et à la al gestion tratamiento de y l'eau, gestión de des agua, de déchets, residuos. Es etc. decir, el En espectro d'autres que termes, tenemos le spectre est très es muy vaste. grande. L'un ¿Vale? des critères que nous aimons Uno le de plus los regarder est que le fonds soit géré par requisitos une que a équipe nosotros d'investissement professionnel más qui est nos gusta responsable de la mirar prise de es, décision quant à pues l'endroit al où final, sera investi notre como argent os en decía, tant que ese fondo participant. esté Le gestionado por track un equipo record, de inversión. c'est-à-dire les antécédents de Ese cette equipo équipe de gestor gestion à profesional travers es el que toma différents las scénarios du decisiones cycle de, économique. al final, dónde va a Si estar l'équipe de gestion invertido mi travaille dinero. ensemble depuis plusieurs années, Dinero si les compartido. rendements ont été soutenables, El track s'ils ont record été es el que supérieurs à la cómo ha moyenne hecho des fonds ese equipo similaires, gestor etc. en diferentes En escenarios d'autres del ciclo termes, económico, si nous ¿vale? investissons Si dans un fonds miramos d'action estos, américaine, viendo nous souhaitons fondos que por l'équipe de inversor, gestion ait si plusieurs los années rendimientos han d'expérience dans sido ce fonds. Si elle a sostenidos, traversé des han crises, sido il est mayores que également el important de promedio savoir comment le de fonds a algunos réagi, fondos que c'est-à-dire comment l'équipe de son gestion a navigué à pragmáticos travers les y mauvais moments du invertimos en un marché, fondo de et si ce renta fonds a variable, fait mieux que pues d'autres fonds nos d'action. interesa que ese equipo Dans ce gestor cas, lleve muchos il est años essentiel de gestionando faire une ese comparaison pour fondo. savoir quel Si ha fonds a le pasado mieux por performé. momentos en los que ha habido Nous crisis, avons différents también es ratios. importante Par para exemple, saber cómo ha le sido el ratio de Sharpe, comportamiento qui est de la ese equipo gestor, rentabilité cómo se ha supplémentaire comportado que el equipo nous gestor, obtenons par rapport au risque que nous assumons. digamos, ha capeado Le risque dans momentos ce cas de malos cet del mercado indicateur est la y también volatilité. si este fondo lo ha Donc, hecho si le mejor ratio de que otros Sharpe est fondos de renta supérieur à 1, variable, pour en este chaque caso unité de estamos risque que nous ¿vale? assumons, Pero hay que nous tenerlo, obtenons une rentabilité hay que hacer una supérieure. comparativa. Il est donc ¿Vale? important que ce Para saber ratio qué de Sharpe fondo lo ha hecho soit mejor. supérieur à l'un, Luego tenemos diferentes supérieur à l'un. ratios, por ejemplo, el ratio de Sharpe es muy importante, ¿vale? Que es la rentabilidad extra, ¿vale? Que obtenemos al riesgo, ¿vale? Al riesgo que asumimos. El riesgo en este caso de este indicador toma la volatilidad. ¿Vale? Entonces, si el ratio de Sharpe es superior a 1, por cada unidad de riesgo que estamos asumiendo, obtenemos una rentabilidad superior. ¿Vale? Entonces, nos interesa que este ratio de Sharpe sea superior a la unidad. ¿Vale? Superior a 1.
Où pouvons-nous trouver toutes ces informations? Il existe des sites web. Par exemple, le plus utilisé est Morningstar, qui est un site gratuit offrant énormément d'informations très détaillées sur un fonds d'investissement. Nous avons, comme je l'ai mentionné, qui est l'équipe de gestion, combien d'années ils gèrent ce fonds, quels ont été leurs rendements passés, leur rendement annualisé. Nous avons les principales positions dans lesquelles le fonds est investi. En d'autres termes, nous avons une quantité d'informations très détaillées. Nous avons aussi des outils de comparaison avec d'autres fonds. Ces outils sont très utiles et comme je l'ai dit, le site est gratuit. Contra otros fondos, así que estas herramientas son muy útiles y como os digo, es gratuito. ¿Vale? Un autre produit pour canaliser notre épargne, dans le cas où nous ne souhaitons pas investir dans la rente variable, est l'obligation, en particulier les obligations d'État, qui sont devenues très populaires durant ce dernier cycle économique avec l'inflation. Cela est dû au fait que les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt, ce qui a rendu ces produits d'investissement relativement attractifs, car ils offraient des rendements supérieurs à 3%, par exemple, dans le cas des obligations espagnoles. Nous devons également savoir que ces produits existent et que nous pouvons investir de manière à être moins exposés à la volatilité des marchés boursiers. Beaucoup de gens sont craintifs à l'idée d'investir. Et nous verrons également qu'il est possible de perdre de l'argent en rente fixe avec ce type de produit. Comme je le disais au début, nous pouvons investir dans des obligations émises par des États ou dans des obligations émises par des entreprises. Ce sera notre choix si nous voulons financer un État ou une entreprise. Dans ce cas, nous avons l'émetteur, qui est l'État ou l'entreprise qui demande le financement, l'investisseur, qui ici serions-nous, et le principal nominal, qui est la somme d'argent qu'il demande à financer, imaginons 100 000 $ ou 100 000 €. Le coupon est le pourcentage des intérêts que nous paiera l'obligation. Par exemple, si nous avons une obligation à 2 ans de l'État espagnol avec un coupon de 2%, cela signifie qu'au bout de ces 2 ans, par exemple si l'obligation arrive à échéance le 20 décembre, chaque 20 décembre, nous recevrons un 2% sous forme de coupon, soit des rentes. Et la date d'échéance dans ce cas est le 20 décembre. ¿Vale? Imaginaros 100.000 dólares o 100.000 euros, ¿vale? El cupón es el porcentaje de intereses que nos va a pagar el bono. Por ejemplo, si tenemos un bono a 2 años del Estado español con un cupón del 2%, esto quiere decir que estos 2 años, imaginaros que vence en diciembre el 20 de diciembre, ¿vale? Pues cada uno de los 2 20 de diciembre nos va a pagar ese 2% en concepto de cupones, ¿vale? Va a ser como unas rentas que nos va a pagar. Y la fecha de vencimiento es lo que os comentaba, pues en este caso el 20 de diciembre. ¿Vale? L'une des choses auxquelles nous devons prêter une attention particulière en ce qui concerne les obligations et leur notation de crédit. Ce sont les 3 principales agences de notation, Moody's, Standard & Poor's et Fitch, qui attribuent la notation de qualité des crédits. Prenons les métriques de Standard & Poor's et voyons que tout ce qui est en dessous de BBB est considéré comme high yield ou obligation spéculative. Au fur et à mesure que nous descendons dans les notations, ces entreprises ou ces États avec une notation inférieure offriront un rendement plus élevé, mais ils auront également une capacité de remboursement plus faible, c'est-à-dire qu'il y a plus de chances qu'un événement de crédit survienne, un événement où l'entreprise ou l'État ne pourra pas nous rembourser le principal de l'argent que nous leur avons prêté. C'est très important de le savoir. Nous investissons dans des obligations à investissement avec un degré de qualité élevé, et nous voulons éviter au maximum les pertes en capital. Mais nous devons être conscients que certains produits nous permettront d'assumer plus de risques si nous le souhaitons. Nosotros, a todos nuestros clientes, estamos invertidos en investment grade, ¿vale? Un grado de inversión. Queremos limitar al máximo las pérdidas de capital, ¿vale? Pero bueno, tenemos que ser conscientes de que también hay productos que, oye, que si queremos asumir más riesgo, existen, ¿vale? Entonces, al final, Comment fonctionne finalement une obligation? Cela peut être une explication plus complexe et quelque peu contre-intuitive. Mais le prix d'une obligation évolue de manière opposée à l'évolution de son TIR, rendement à l'échéance. Qu'est-ce que cela signifie? Le TIR est la rentabilité annualisée équivalente qu'une obligation nous offrira de son achat à son échéance. Imaginons qu'une obligation de l'État espagnol à 10 ans nous donne un rendement de 3%. Cela signifie que cette obligation nous offrira un rendement de 3% par an pendant 10 ans. Que se passe-t-il? Si le prix de l'obligation augmente,
le tir diminue. Pourquoi? Parce que nous avons acheté une obligation avec un prix initial, et si son prix monte, la rentabilité à laquelle cette obligation est cotée devient inférieure. Nos va a ofrecer una rentabilidad durante 10 años del 3% anualmente. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si sube el precio del bono, la TIR cae. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos comprando nuestra inversión inicial, en ese momento sube. ¿Vale? Entonces, si nuestra inversión inicial, si destinamos más dinero al principio para invertir y el vencimiento, digamos, el importe que nos va a pagar a vencimiento va a ser el mismo, la rentabilidad a la que cotice ese bono va a ser inferior. ¿Vale? Porque veamos un ejemplo. Prenons un exemple. Il s'agit d'un cas réel que nous avons acheté pour l'un de nos clients. Je me souviens que c'était à la fin de 2023 ou au milieu de l'année 2023. C'est une obligation du Banco BNP Paribas, qui est une banque très reconnue, une banque cotée et qui a une notation de crédit, comme vous le voyez ici, par Fitch de AA- et par Standard & Poor's 2A+, c'est-à-dire un investment grade. À ce moment-là, lorsque nous avons acheté l'obligation, elle était cotée à un prix de 74,6%. Dans ce cas, nous avons acheté un nominal de 200 000 euros. Que signifie cela? Si nous multiplions 200 000 par 74,6%, c'est-à-dire le prix auquel l'obligation cotait, nous avons dû initialement débourser, pour arrondir, 150 000 euros. Pour calculer ce tir, rendement à l'échéance, il existe des formules mathématiques. C'est un rendement réel. Si l'obligation était cotée à ce moment-là avec un tir de 5,34%, cela signifie que jusqu'à son échéance en 2031, cette obligation nous aurait rapporté chaque année un rendement de 5,34%. Pourquoi? Parce que nous l'avons acheté à ce prix-là. Ce que je veux dire, c'est que si au lieu de l'acheter à 74, nous l'achetions à 100%, alors le déboursé n'aurait pas été de 150 000 euros, mais de 200 000 euros. Si nous déboursons 200 000 euros au début, et à la fin de l'échéance de l'obligation en 2031, on nous rembourse les mêmes 200 000 euros, le seul rendement que nous obtenons chaque année est le coupon que nous verse l'obligation. Autrement dit, cette obligation, au lieu d'une rentabilité de 5,34%, aurait une rentabilité équivalente à celle de son coupon, soit 1,625%. Si desembolsamos 200.000 euros al principio y al final del vencimiento del bono, en 2031, nos pagan los mismos 200.000 euros, la única rentabilidad que obtenemos anualmente es el cupón que nos paga el bono. Es decir, ese bono, en vez de a 5,34% de rentabilidad, cotizaría a una rentabilidad equivalente al de su cupón, que sería de 1,625%. ¿Vale? Alors, d'où vient ce 5,34%? Comme je vous l'ai dit, tout au long de la vie de l'obligation, c'est-à-dire depuis son achat jusqu'à son échéance en 2031, en termes de coupon, elle nous a payé 28 400 euros. La différence entre ce que nous avons payé, 150 000 euros, et les 200 000 euros que nous paiera BNP Paribas en 2031, est de 50 000 euros. Si nous additionnons tout le rendement que nous avons obtenu pendant la durée de vie de l'obligation, c'est-à-dire la période pendant laquelle nous l'avons conservé en portefeuille, le rendement total est de 80 000 euros. Les 50 000 euros plus environ 30 000 euros, soit 80 000 euros. Eh bien, c'est 80 000 euros par rapport aux 150 000 euros que nous avons investis, qui était notre investissement initial. Le rendement total est de 53%. Si nous calculons et estimons le rendement annuel équivalent, c'est-à-dire ce que représente ce 53% année après année, cela nous donne un rendement de 5,34% annuel pendant ces 8 années, où nous avons conservé l'obligation dans notre portefeuille. Comment pouvons-nous perdre de l'argent en rente fixe? Imaginez-vous que nous nous débarrassions de l'obligation avant qu'elle n'arrive à échéance, et que son prix passe de 74 à 72. Évidemment, nous irions sur le marché, nous la vendrions à un prix inférieur et là, nous perdrions de l'argent. Mais si nous achetons l'obligation et que nous la conservons jusqu'à l'échéance, c'est-à-dire si nous attendons qu'elle arrive à échéance et que nous récupérons notre capital, nous ne perdons pas d'argent. À moins, bien sûr, que BNP Paribas ne fasse défaut et ne nous rembourse pas. C'est là que réside la mauvaise compréhension que beaucoup de gens ont, à savoir que dans la rente fixe, il est impossible de perdre de l'argent. On peut perdre de l'argent, bien sûr, pendant la vie d'une obligation, c'est-à-dire jusqu'à son échéance. Son prix fluctue tout comme celui d'une entreprise. Mais si nous ne vendons pas,
Nous savons exactement, dès le moment de l'achat, quel sera notre rendement si nous la conservons jusqu'à l'échéance. Pero si no vendemos, nosotros sabemos perfectamente desde el momento que compramos cuál va a ser nuestra rentabilidad si la llevamos a vencimiento. ¿Vale? Y hasta aquí, Et eso es voilà, lo que os he explicado de c'est la ce que je diferencia vous ai entre expliqué TIR sur la y différence entre precio, tir et y prix. ya pues Et entraríamos maintenant, nous pourrions passer à la section des questions. Si vous avez quoi que ce soit à nous demander, nous sommes ouverts à vos questions et nous vous remercions tous de nous avoir écoutés. y daros a todas las gracias por escuchar.